Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien chez vous. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va se porter sur les modèles atomiques. Voilà. Donc ce cours concerne particulièrement ceux qui sont licence 1 biologie, licence 1 chimie, licence 1 physique, licence 1 maths, licence 1 chimie. Alors c'est l'introduction à la chimie générale physique. Donc on va parler sur les modèles atomiques. Mais avant de discuter, de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de rappeler, d'accord, la chimie. En gros, c'est quoi la chimie, d'accord? Donc la première des questions qu'on va essayer de résoudre, enfin qu'on va essayer de répondre, c'est le mot chimie. Alors la chimie est une science qui étudie la matière, d'accord? Est une science qui étudie la matière. Alors la matière c'est quoi? C'est tout ce qui a une masse, donc il y a le mot masse, et occupe un volume dans l'espace, d'accord? Donc exemple d'une matière, je peux prendre cette table, d'accord? Ou la caméra qui me filme maintenant là. Vous voyez que cette caméra occupe un volume dans l'espace et ça pèse. Donc c'est ça qu'on appelle la matière. Donc la chimie étudie la matière. Mais dans quoi? Ça étudie la matière dans sa composition. D'accord? Étudie la matière dans sa composition, c'est-à-dire de quoi est faite la matière. De quoi est faite la matière. Ça étudie aussi la matière dans sa transformation. D'accord? Alors, quand je parle de la transformation, c'est que on peut changer d'une matière à une autre. C'est-à-dire, par exemple, on sait que à partir des plantes, on arrive à fabriquer des médicaments. Vous voyez, nous avons une matière végétale. À partir de ça, on transforme cette matière végétale en comprimé, en produit. Et donc, c'est la chimie qui étudie la transformation de la matière. Donc, en dehors de ça, ça étudie la matière aussi dans ses propriétés. D'accord? Dans ses propriétés. Par exemple, il y a le plastique, par exemple, la table qui est faite à partir du plastique, qui est à base du plastique. Le plastique ne conduit pas le courant. Voilà, c'est une propriété de ce matériau. Alors que les métaux, par exemple le fer, par exemple le cuivre, tout ça, ce sont des métaux, mais qui conduisent le courant. Donc la chimie essaie de comprendre pourquoi est-ce que un certain matériau présente ses propriétés et d'autres non. Donc c'est la chimie qui regarde ça. Alors aujourd'hui, nous, on va plus parler sur la composition de la matière. Voilà, composition. Alors, parlons de la composition. La matière est composée d'une petite ou des petites particules, vraiment extrêmement petites, indivisibles, appelées atomes. Donc, matière est faite à partir des atomes, qui sont des particules indivisibles, infiniment petites, indivisibles. Alors, l'atome, voilà la question, voilà le grand problème, l'atome. Alors, à cette époque, quand ils ont parlé de l'atome, il n'y avait pas d'appareil qui pouvait permettre d'observer les atomes. Donc, il fallait imaginer la forme de l'atome, voilà. Donc, c'est pourquoi on parle des modèles, d'accord? Modèle atomique. Alors tout a commencé avec Monsieur Dalton, d'accord? Dalton, on parle de modèle atomique de Dalton. Donc selon Dalton, l'atome est sphérique. Voilà, c'est une sphère, tout simple. Donc selon lui, l'atome est sphérique, d'accord? C'est juste une sphère. Donc ça c'est Monsieur Dalton. Selon lui, il pense que l'atome c'est juste une sphère, d'accord? Après Monsieur Dalton, c'est Monsieur, donc ça c'est le premier modèle. Deuxième modèle, c'est Monsieur Thomson. Alors il travaillait sur la matière et il a remarqué que au niveau de la matière, donc l'atome laissait échapper des particules négatives qu'il appelait électrons.
Donc il fallait changer le modèle en tenant compte de l'existence de ces particules subatomiques appelées électrons. Donc là, on parle de modèle de Thomson. D'accord, Thomson. Donc ici, on a fait évoluer le modèle, on a changé de modèle parce qu'il y avait la découverte des électrons. D'accord, découverte des électrons. Ok. Donc là, selon lui, l'atome serait plein. D'accord, l'atome serait plein et les électrons seraient donc plongés, d'accord, dans une soupe qui est chargée positivement. D'accord. Donc là, selon lui, l'atome est plein. Donc l'atome est plein. Donc l'atome est plein. Selon lui, l'atome est plein. D'accord. Et le nombre de charges négatives, pardon, le nombre est neutralisé par la charge globale plus. D'accord. Parce qu'on sait que l'atome est neutre. Après vient le modèle de Rutherford. Alors, Rutherford n'était pas d'accord avec monsieur Thomson. Pardon. Rutherford. Alors lui, il ne pensait pas que l'atome serait plein. D'accord? Selon lui, l'atome ne serait pas plein. Alors, par sa fameuse expérience, il a montré que l'atome au centre est massif. Et il possède un noyau qui est chargé positivement. Et les électrons gravitent tout autour du noyau, comme les planètes qui gravitent tout autour du Soleil. Donc le modèle là est appelé modèle de Rutherford ou modèle planétaire. D'accord. Et il montra que entre les électrons et le noyau, mais il y a du vide. C'est pourquoi on dit que la structure de l'atome, d'accord, on dit que l'atome, d'accord, a une structure, comment? Lacunaire. Voilà, parce qu'il y a du vide entre l'électron et le proton. Bon, mais après, j'ai une question, passons. Mais si on suppose qu'il y a du vide entre le noyau et l'électron, mais pourquoi est-ce que l'électron ne se crase-t-il pas sur le noyau? Je crois que cette question c'était une question d'un sujet d'examen, d'accord? Donc restez jusqu'à la fin, je vais reprendre à cette question. Ok? Après vient, donc ici on a fait évoluer le modèle, pardon, parce qu'il y a eu, il y avait une découverte du noyau, donc par Rutherford. Ok, donc voilà un peu l'évolution des différents modèles, d'accord. Après vient le modèle, donc ça c'est le 4, pardon, donc 4, le modèle de Bohr. Alors Bohr c'était un étudiant de monsieur Rutherford, d'accord. Alors il a repris les travaux de son professeur pour essayer d'adapter ça, d'accord. Alors il dit selon la version améliorée de Rutherford, donc le modèle, donc lui il dit qu'il y a toujours le noyau, mais sauf que les électrons sont sur des orbites en fait. D'accord? Les électrons sont sur des orbites. Ok? Et qu'on avait la capacité de calculer sa vitesse. D'accord? Donc on va voir ça aussi. La vitesse qui peut être calculée. Et selon lui, on peut aussi connaître la position de l'électron par rapport au noyau. Donc cette distance est appelée rayon. C'est le centre, c'est le noyau, vers un point sur le cercle. Donc ça donne le rayon. D'accord? Et ça, on peut calculer ça. Donc ça, c'est la théorie, en fait, ça, c'est le modèle de Bohr. Ok, on verra avec les calculs comment est-ce qu'il a pu calculer la vitesse et le rayon. D'accord? Maintenant, sauf que ce modèle est imparfait. D'accord? Il ne correspond pas vraiment à la réalité. Parce que déjà ici, lui, il parle de notion de trajectoire. Donc là, il parle de trajectoire. Lysia, lui, parle que la trajectoire, c'est un cercle.
Trajectoire de l'électron, c'est un cercle, c'est-à-dire les différents points que l'électron, différentes positions de l'électron au cours du mouvement. Ces différentes positions décrit un cercle. C'est ce qu'on appelle par trajectoire. Alors, selon lui, la trajectoire serait donc un cercle. C'est ce qu'on voit. D'accord? Et donc, c'est ça. Après, ce modèle-là, vous allez comprendre avec moi que ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi à la réalité? Parce que lorsqu'on fait des photographies instantanées, c'est-à-dire qu'on a pris l'atome d'hydrogène, qui a juste un électron, lorsqu'on fait des photographies instantanées, donc après un temps, on fait photo, on prend des photos, on s'aperçoit que l'électron, finalement, il est un peu partout. D'accord? Il bouge, il est un peu partout. Voilà la réalité. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ici, il n'y a plus de notion de trajectoire. Donc, ce que M. Bohr suggérait ici ne correspondrait donc pas à la réalité. D'accord? Donc, l'électron n'est pas... c'est difficile de connaître la position de l'électron parce que, selon lui, on peut connaître la position de l'électron par rapport, donc, qui est le rayon. Alors que ici, selon la réalité, l'électron est un peu partout. D'accord? C'est difficile donc de connaître la position de l'électron. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller avec l'idée que l'électron existerait certainement dans un volume tout autour du noyau où on a la probabilité de 95% de le retrouver. D'accord? Déjà, on remarque ici que l'électron ne peut pas être là. La probabilité ici est nulle, mais la probabilité ici est maximale parce qu'il y a une densité de présence ici plus élevée. D'accord? Donc on va aller avec l'idée que l'électron existe dans un volume tout autour du noyau. Et ce volume-là est appelé orbital. Orbital. Voilà. Et ça, c'est le modèle quantique. Voilà. Ça, c'est le modèle actuel qu'on appelle modèle quantique ou de Schrödinger. De Schrödinger. Voilà, c'est le modèle actuel ou modèle quantique. Donc ici, selon ce modèle, on ne connaît pas la position exacte de l'électron, mais on sait que l'électron existe dans un volume. D'accord? L'électron existe dans un volume. Ok? Alors ce volume est appelé orbital. Donc orbital, c'est le volume dans lequel, ou c'est une région dans laquelle on retrouve l'électron. Donc l'électron n'est que dans l'orbital. En dehors de l'orbital, il n'y a pas l'électron. Alors l'orbital, on peut aussi appeler ça sous-couche. Sous-couche. Donc orbital aussi appelé sous-couche. D'accord? Alors, pour comprendre ce volume-là, qu'on a défini qu'il existe un volume dans lequel on retrouve l'électron, parce que l'électron ne peut pas connaître sa position, mais au moins un volume dans lequel on retrouve. D'accord? Alors, pour comprendre l'orbital, on fait appel à 4 nombres quantiques. 4 nombres quantiques. 4 nombres quantiques. D'accord? On fait appel à 4 nombres quantiques qui vont décrire ce volume. Donc, ils vont apporter des précisions sur ce volume. D'accord? Qui vont décrire ce volume. Par exemple, la notion de taille. De la taille, en fait, du volume. Quelle est la taille du volume? La notion de la forme, par exemple, du volume. OK? Et la notion d'orientation. Voilà. C'est important. Parce que c'est un volume qui est dans l'espace. Le volume doit être orienté, le volume doit avoir une forme, le volume doit avoir une certaine dimension. D'accord? Alors, ces 4 nombres quantiques, on va commencer avec le premier. Le premier nombre, c'est le n. On appelle ça nombre quantique principal. D'accord? Donc, ça, c'est le modèle actuel de nombre quantique principal. Alors, il appartient... alors, le n appartient dans l'ensemble grand n privé de 0. OK? Est-ce que c'est bon là? D'accord? Alors, suivez. Donc, n peut prendre la valeur n égale à 1, 2, jusqu'à plus infini. Alors, qu'est-ce que ça décrit? Quelle est l'information? Quelle est la précision que le nombre là apporte?
Ben, c'est sûr. Donc on va dire ce nombre-là définit la taille, d'accord? La taille ou la dimension de quoi? De l'orbital. L'orbital. Très très bien. D'accord? Donc la dimension peut être petite, moyennement grande et très grande. Donc c'est tout dépend de ça. Ok? D'accord. Donc on peut aussi, donc ce nombre qu'on appelle, nombre quantique, c'est aussi, on parle aussi en termes de niveau d'énergie. C'est aussi le niveau d'énergie. Alors là, il faut vous rappeler, il faut garder ça en mémoire. On appelle ça aussi niveau d'énergie. D'accord? Alors on avance. Le deuxième nombre, c'est le L. On appelle ça nombre quantique. D'accord? Nombre quantique secondaire. Nombre quantique secondaire. D'accord? Alors ce nombre quantique secondaire, il est lié avec le premier nombre, 0, il est entre 0 et n-1. Alors quelle est l'information que ça apporte? Il définit la forme de l'orbital. L'orbital ou sous-couche, hein, donc c'est la même chose. L'orbital, le volume dans lequel on retrouve l'électron. D'accord? Alors suivez. Donc à chaque valeur de L, on a une forme, c'est ce que ça veut dire. Alors lorsqu'on commence à n égale à 1, L est forcément égale à quoi? L égale à 0. Donc à la plus petite dimension ou à la plus petite taille du volume, la valeur L correspond à 0. Alors lorsque L égale à 0, ça veut dire que l'orbital a quelle forme? À la forme sphérique. D'accord? Et on le note par S. Ça veut dire que l'orbital, ok, a la forme sphérique. Ok? Donc le plus petit volume a la forme sphérique. Voilà ce que ça veut dire. Le plus petit volume, la taille la plus petite en fait, d'accord, de ce volume-là, a la forme sphérique. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Ok. Alors si on passe à n égale à 2, alors ici attention, elle va prendre deux valeurs. Elle va prendre deux valeurs. L sera égale à 0. La formule est bien et bien là. Vous remplacez par 2, ça fait 0 et 1. Donc L sera égale à 1. Alors ici, L égale à 0, on sait que l'orbital a la forme sphérique, hein, toujours S. Alors ici, ça sera en forme de quoi? Ça sera en P. On parle de tablier. Ok? Ou en forme de 8. Hein. Donc sphérique, c'est comme ça. Voilà, sphérique, c'est comme ça. Et c'est dans ce volume sphérique où on retrouve l'électron. Donc, là où, lorsqu'on nous sommes à n égale à 1, la forme de l'orbital, le volume, okay, là où on retrouve l'électron, le volume là est sphérique. D'accord? Alors, ici, c'est aussi quoi? C'est aussi à n égale à 2, c'est aussi sphérique. Mais attention, ce volume là va être plus grand que la première. Parce que là, on est au niveau de n égale à 2. La taille doit augmenter. D'accord? Donc le volume dans lequel on retrouve l'électron. Ce volume-là est sphérique, oui, mais est de grande taille que par rapport à n égale à 1. Alors ici, le P, d'accord? Le P, c'est en forme de 8, comme ça, mes amis. Donc l'électron le retrouve soit ici, ou soit là. C'est ce que ça veut dire. Et au milieu, on ne le retrouve pas. Vous regardez bien qu'il n'y a rien. Donc la densité de probabilité est maxi ici. Donc ça, c'est le volume dans lequel on retrouve l'électron. Donc en dehors de ce volume-là, l'électron n'existe pas. D'accord? C'est ce que ça veut dire. C'est ça l'approche actuelle. Et on le note par P. D'accord? Je peux prendre P comme ça. P. D'accord? Donc, alors, on avance. Lorsque n égale à 3, attention, il y a aussi 3 valeurs. C'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué aussi? Autant de n, autant de la valeur de L. Donc, si n égale à 2, il y a deux valeurs de L. Si n égale à 3, il y a 3 valeurs. Donc n égale à 0, n égale à 1, L égale à combien? À 2. Donc ici c'est S, ici c'est P, d'accord? Et ici c'est D. Voilà ce que ça signifie. D'accord? Alors si n égale à 4, on a aussi 4 valeurs. On a L égale à 0, L égale à 1, L égale à 2, L égale à 3. Donc il y a toujours ces valeurs-là. D'accord?
Alors on avance. J'espère que vous avez compris la notion de ce nombre quotient.